êtes sur la Panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Le président de la transition depuis 2021 au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé le 2 mars dernier dans un discours qu'il sera bel et bien candidat à la prochaine élection présidentielle. Le scrutin est prévu pour le 6 mai prochain, c'est-à-dire dans 2 mois exactement. Un scrutin qui verra la participation du leader de l'opposition, Succès Masra. Que vous inspire ce duel à venir entre ces deux poids lourds de la scène politique tchadienne? Quel défi pour le futur président du Tchad? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Dans le paysage géopolitique de l'Afrique centrale, les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont souvent été marquées par des tensions et des conflits. Ces deux nations voisines ont été impliquées dans des conflits armés et des crises politiques qui ont eu des répercussions régionales. Cependant, ces derniers temps, des signes émergents laissant entrevoir la possibilité d'un rapprochement entre Kigali et Kinshasa. Cette évolution est notamment cruciale, non seulement pour la stabilité de la région, mais aussi pour le développement économique et social des deux pays. Quel point pourrait être clé dans le rapprochement entre Kigali et Kinshasa? On en parle en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau du débrief. Il s'agit de monsieur Momardian, journaliste et directeur de publication de la plateforme Impact.sn. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et en face de vous, Mamadou Diallo, spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci, monsieur Régis. Nous allons tout de suite parler du Tchad. L'actualité au Tchad, c'est évidemment la présidentielle en mai prochain, précisément le 6 mai. Et une présidentielle également qui aura, on va dire, l'attention de toute l'Afrique, puisqu'on va voir le président de la transition Idriss Déby Itno qui a annoncé sa candidature face évidemment au leader de l'opposition Succès Masra. Mais avant évidemment d'entrer en profondeur dans cette thématique, revenons un peu sur le bilan de cette transition dirigée par Idriss Déby Itno fils. Ça fait exactement ou approximativement 3 ans que cette transition est en marche. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui de cette transition? Oui, moi je pense que la transition tchadienne est marquée par ce qui marque les autres transitions africaines. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris dès le début dans le chaud de l'affaire, parce que là on était au lendemain de l'assassinat de M. Idriss Déby. Donc à cette occasion-là, je pense que après l'intervention militaire française qui a dérangé beaucoup de monde en Afrique et même hors d'Afrique, je pense que la sorte de conférence nationale qui a été organisée par le régime militaire tchadien, qui est composé essentiellement de hauts gradés, les principaux engagements disaient fondamentalement que le président qui devait assurer la transition ne devait pas être candidat à l'élection présidentielle. Je pense que sur ce plan-là, Succès Masra en a tenu compte en boycottant d'une certaine manière la présidence, enfin la conférence nationale. Je pense qu'il a initié un boycott. Il a été suivi par son camp et par des représentants un peu de la mouvance d'opposition qui étaient proches de lui. Mais à ce moment-là, Mahamat Idriss Déby tenait quand même le Tchad, je pense. Je pense que sur l'héritage de son père, il a eu la main ferme sur beaucoup de communautés au niveau du Tchad. Je pense que c'est la puissance et la diversité des communautés qu'il a su fédérer au niveau de la conférence nationale qui lui a permis de passer ce cap-là. Parce qu'il était prévisible d'une certaine manière que cette conférence nationale aurait pu être un échec. Exactement. Mais je pense qu'avec le jeu des alliances qu'il a hérité de son père, je pense qu'il a pu faire en sorte de rester non seulement en jeu, mais de se projeter. Et se projeter aujourd'hui, ça équivaut un peu à être un candidat à la présidentielle. On parle de ce bilan, M. Dian. Revenons un petit peu sur les avancées de cette transition tchadienne. Est-ce que vous pourrez également noter comme étant des échecs? Moi, je pense que d'une certaine façon, d'une certaine manière, la transition a été
globalement pacifique. Je pense que ça a été globalement pacifique, à part évidemment l'épisode d'octobre 2022 où il y a eu la répression. Voilà, les opposants comme Succès Masra parlaient de 250 à 300 morts. Le chiffre était également élevé au niveau des autorités tchadiennes, mais je pense qu'à part cet épisode malheureux, je pense que d'une certaine façon, la transition a été de façon globale pacifique. Ça a été pacifique parce que, justement, au sortir de la conférence nationale, je pense que le camp Déby a su qu'il ne pouvait pas aller seul à une élection en mettant de côté l'opposition qui était Succès Masra. Et je pense que sur ce plan-là, le poids de la France a dû peser. Je ne sais pas, je n'ai pas de documents, mais je pense qu'à ce niveau-là, je pense que le poids de l'influence française a pu peser pour que les relations entre Déby et Succès Masra soient un peu maintenues un peu à flot dans des dimensions vraiment acceptables. On a vu déjà avec le retour de Succès Masra dans son pays d'origine, en l'occurrence le Tchad. Monsieur Diallo, restons toujours sur cette transition tchadienne, à sa tête Mahamat Idriss Déby Itno, fils en l'occurrence. Quel défi reste-t-il aujourd'hui à relever avant la tenue de cette élection présidentielle pour cette transition au pouvoir? Je pense que les défis à relever au niveau du Tchad pour le moment, c'est réconcilier les Tchadiens. Depuis l'événement de l'assassinat du président Idriss Déby Itno en 2021, on a constaté un déchirement au niveau de la population, tant au niveau des populations du Sud, parce qu'il faut rappeler que Succès Masra, il est issu du Sud, et depuis plusieurs années, au Tchad, le pouvoir est aux mains... le pouvoir est tribal au Tchad. Il faut le rappeler, le pouvoir est tribal au Tchad. Le pouvoir est entre les mains de la tribu qu'on appelle les Akawa. Et aujourd'hui, avec le président Mahamat Idriss Déby Itno, il ne s'est pas concentré sur le clan, mais il a voulu ouvrir la porte à ce que tous les Tchadiens puissent se réunir et partager le pouvoir ensemble. D'ailleurs, même aujourd'hui, depuis l'annonce de sa candidature le samedi dernier, on parle de plus de 220 partis qui se sont réunis autour d'une coalition qu'on appelle le Tchad Uni pour qu'il soit leur candidat. Justement, qu'est-ce que cela inspire aujourd'hui? C'est vrai que quand il arrivait à la tête du pays, en l'occurrence de cette transition, il y avait beaucoup de doutes également sur la bonne tenue du pays, de cette transition en l'occurrence. On estimait qu'il était beaucoup plus militaire que diplomate. On a vu également qu'il a beaucoup travaillé sur la diplomatie du Tchad. Il a essayé de tisser, comme on l'a dit, de soigner un peu cette diplomatie étrangère en ce qui concerne le Tchad. Le fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des organisations, au total 221 organisations, qui ont décidé de soutenir le président de la transition, qu'est-ce que cela veut démontrer aujourd'hui au Tchad? Idriss Déby est-il l'homme providentiel finalement pour le Tchad? Déjà, les Tchadiens ont voulu emprunter le chemin de la réconciliation. Nous savons tous comment le président Mahamat Idriss Déby est arrivé à la transition. D'autres parlent même c'est grâce à l'armée qu'il est proclamé président de la transition. Donc une transition se veut réconcilier, mettre les choses sur table afin d'aller aux élections libres et transparentes, surtout démocratiques comme les autres le disent. Et aussi, alors M. Dieng a eu à dire cela, qu'il y a eu une conférence que le Premier ministre actuel hier était opposant, a eu à boycotter parce que pour lui, il y avait une intention de se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi il y a eu cette conférence. Et en juin 2023, le président Mahamat Idriss Déby Itno a appelé à la réconciliation, et en octobre 2023 aussi, Masra aussi a appelé à la réconciliation nationale. Exactement. Et on a vu déjà ce poste de Premier ministre occupé par Masra. Quels sont les défis aujourd'hui, M. Dieng, auxquels Mahamat Idriss Déby Itno pourrait être confronté en tant que candidat à la présidentielle? Moi, je pense qu'en tant qu'héritier de son père déjà, il a une bonne longueur d'avance sur les autres concurrents.
parce que, comme l'a dit Diallo tout à l'heure, au Tchad, le pouvoir est extrêmement tribalisé. Je pense que c'est un élément sociologique qui est extrêmement important et qui influence directement l'exercice du pouvoir politique. Je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'il a une longueur d'avance. Maintenant, son défi, à mon avis, c'est un peu d'aller dans le sens d'une élection présidentielle, transparente, inclusive, qui le rendrait absolument légitime. Parce que jusqu'à présent, on se demandait quelle est la légitimité d'un militaire qui n'a pas la quarantaine, dont le père vient d'être tué et qui, subrepticement, se retrouve à la tête de l'État. On sait tous que la France, notamment le président Macron, l'a beaucoup soutenu. Il était même présent quand il faisait sa prestation de serment à N'Djamena. Oui, je pense que c'était un message politique pour dire que voilà notre homme. Voilà notre homme, comme disaient les latinistes, ecce homo, c'est notre homme. C'est-à-dire, le fait est que, avec ce capital de soutien-là, au niveau diplomatique, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est le principal partenaire diplomatique du Tchad en Afrique. Avec ce soutien diplomatique-là, et avec le tissage, le maillage intérieur des communautés, et un peu avec aussi le souci des grandes puissances aussi, de faire en sorte que cette région-là ne s'embrasse pas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté, le Soudan est en train d'exploser, parce que le Tchad subit même l'afflux de réfugiés. Je pense que ces éléments-là, l'un dans l'autre, font que Idriss Déby me semble avoir une longueur d'avance. Maintenant, cette longueur d'avance-là, il ne peut pas l'imposer. Je pense qu'il est bien que, d'une certaine manière, que les acteurs politiques tchadiens soient parvenus d'une certaine façon à faire en sorte qu'il y ait une élection démocratique inclusive. Et sur ce plan-là aussi, il faudra peut-être souligner un peu le pragmatisme de Succès Masra. Parce que je pense que... On aura le temps de revenir sur le profil du candidat Masra. Diallo, revenons un petit peu sur les institutions tchadiennes. On voit des institutions plutôt ouvertes qui prônent aussi justement ces élections libres, mais surtout inclusives, puisqu'on rappelle aussi le profil un peu de Succès Masra. On l'a signalé tout à l'heure, un exilé qui est de retour au pays, et qui est toujours opposant et qui a toujours manifesté évidemment cette opposition-là. Comment expliquer aujourd'hui l'ouverture un petit peu? Alors c'est vrai que les institutions tchadiennes, on parle de limiter le nombre de candidats pour ne pas avoir une flopée de candidats pour cette présidentielle-là. Les initiatives prises aujourd'hui par ces institutions tchadiennes, qu'est-ce que cela vous inspire? Ce qui m'inspire dans cette affaire au niveau des institutions tchadiennes, il faut dire qu'aujourd'hui, les institutions tchadiennes tiennent compte de la situation du pays. Déjà, tout de suite, M. Dieng a eu à parler de ce Tchad qui est une zone de turbulence qui accueille aujourd'hui plus de 1,5 million de réfugiés venant du Soudan et de la Libye. Aujourd'hui, les institutions veulent qu'il y ait une élection libre et transparente que tous les acteurs vont accepter. Pourquoi? Parce que le Tchad n'a jamais eu cette chance ou cette occasion d'organiser des élections libres et transparentes. Il y a toujours des émeutes qui succèdent les élections. Et cette année, avant les élections du 6 mai, il est mis en place l'Agence nationale de gestion des élections. Exactement. Il y aura aussi qui vont superviser ces élections. Il y aura aussi le Conseil constitutionnel et également la Cour suprême. D'ailleurs, le Tchad n'exclut pas l'idée de recevoir des observateurs internationaux justement pour mener à bien le processus de cette élection au Tchad. Succès Masra, aujourd'hui, le profil visiblement plaît à beaucoup de Tchadiens également, puisqu'il a un soutien d'énormément de Tchadiens derrière lui. Quelle vision pour un Tchad avec un membre de l'opposition assez déterminé à prendre le pouvoir? Succès Masra, les gens le comparent un peu à Ousmane Sonko d'une certaine façon, du fait de ses relations avec une certaine partie de la jeunesse tchadienne. Moi, je le trouve extrêmement réactif. Il dispose il a une capacité de communication assez impressionnante. Et surtout d'écoute, parce qu'à chaque fois qu'il appelle au calme, c'est respecté. Quand il demande une mobilisation, ça l'est aussi. Je pense que c'est un leader politique qui a une certaine vision. Il a du leadership et
il a des ambitions. Et je pense que ce sont ces ambitions-là qui l'ont poussé à être pragmatique. À être pragmatique parce qu'il se dit à un moment, bon, je suis dans le champ politique, je trouvais la famille Déby qui est là depuis plusieurs décennies. Est-ce que je dois continuer éternellement un combat à partir de l'étranger, ou bien faut-il faire confiance à des groupes armés qui vont combattre pour moi ou pour notre parti? Je pense qu'en prenant en compte ces éléments-là, je pense qu'il a vite fait le choix. Le choix, je pense qu'il l'a fait après les événements d'octobre 2022. Je pense qu'il se dit qu'il est temps que, pour accéder au pouvoir, de jouer rusé, c'est-à-dire de faire en sorte de faire partie du Gotha politique local, installé local. Et je pense que sur ce plan-là, je pense que la France a dû jouer un rôle extrêmement important. Parce que moi, j'ai compris d'une certaine façon que le fait qu'il revienne dans le jeu politique et le fait même qu'il abandonne l'exil pour venir au Tchad, alors qu'il était sous mandat de dépôt, sous mandat d'arrêt international, je pense que c'est un élément extrêmement important qui renseigne sur le fait que Masra a eu des garanties. Des garanties, et pas seulement du pouvoir de Déby, mais aussi et surtout de la France et des États-Unis. Je pense que quand il est venu, quand il est rentré, je pense qu'il ne lui est rien arrivé. Et je pense que chemin faisant, Déby aussi, voyant le bénéfice qu'il pouvait tirer en mettant Succès Masra Premier ministre, c'était une façon pour lui de le neutraliser. De le mettre dans le jeu politique. Masra aussi a compris l'intérêt qu'il trouvait. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est quand même Premier ministre. Oui, parce que c'est là aussi la question de beaucoup d'observateurs, c'est se dire, on va à une présidentielle avec un Premier ministre candidat, un peu une situation similaire au Sénégal également. Le Sénégal a opté pour une dissolution du gouvernement avec la nomination d'un nouveau Premier ministre qui permet à l'ex-Premier ministre candidat de la coalition au pouvoir d'être totalement libre de mener campagne. Est-ce que ce processus-là, faut-il l'adapter aussi au Tchad ou pas? Non, moi je pense que le cas du Sénégal est quand même différent parce que c'est deux situations totalement différentes. Le cas du Tchad, je pense que Succès Masra et Déby, pour moi, sont dans l'optique de se partager le pouvoir. Et je pense que cette perspective-là va même demeurer après la présidentielle. Il y aura peut-être, si l'élection ne se passe pas bien, il y aura peut-être des incartades, des manifestations pour contester un peu le caractère inclusif ou transparent de l'élection. Mais d'une certaine façon, je pense que Succès Masra pourrait rester à la tête du gouvernement s'il arrive à faire un bon score. S'il arrive à faire un bon score à la présidentielle. Parce qu'il est clair que s'il est laminé dans les urnes, je pense qu'il perdra du crédit politique et de la légitimité. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera peut-être le temps pour Déby un peu de le dégager, pour être un peu seul dans le pouvoir. Mais pour le moment, je pense que par rapport aux deals qui ont pu être établis entre les deux camps, le camp de Masra et le camp du pouvoir, je pense qu'il est question d'un partage du pouvoir jusqu'à l'élection présidentielle au moins. Parlons de la situation de la population tchadienne, Monsieur Diallo. On parle évidemment d'une élection présidentielle marquée un petit peu sous le sceau des revendications de beaucoup de Tchadiens. La situation sociale est un petit peu critique. Il y a des manifestations un petit peu dans les ruelles de N'Djamena. On réclame des meilleures conditions de vie. Il y a la cherté de la vie également qui augmente à chaque fois. Quel rôle aujourd'hui de la société civile pour évidemment la bonne tenue, le bon déroulement de ce processus électoral au Tchad le 6 mai prochain? Le 6 mai prochain, les Tchadiens attendent à ce qu'il y ait des élections libres et transparentes. De ce fait, la société civile et d'ailleurs, c'est tous les acteurs politiques qui sont mobilisés pour qu'il y ait cette transparence dans les élections. Vous avez eu à rappeler tout de suite les événements du Tchad. Il y a eu un opposant qui a été assassiné. Et d'ailleurs, le gouvernement tchadien assume cet assassinat parce que c'était les institutions de la République tchadienne
tchadienne était en jeu, donc il fallait trouver une solution. Et également... Non, pas peut-être assumer de façon directe, mais je pense qu'ils sont déjà d'accord pour ouvrir une enquête réellement sur les causes de l'assassinat. De justifier. Voilà, donc, exactement. C'est beaucoup plus dans une sorte de diplomatie qu'ils essaient de mettre tout ça en place. Mais je vous laisse continuer. D'accord, parce que comme le chef du gouvernement Succès Masra a eu à le dire sur des plateaux étrangers, l'enquête est en cours et on attend les conclusions de cette enquête, exactement. De cette enquête pour pouvoir prendre une décision. Et également, Succès Masra, d'ailleurs, c'est le premier ministre le plus jeune d'Afrique, comme il a dit. Mais c'est surtout qu'en fait, on aurait une élection, c'est une première au Tchad de retrouver deux jeunes leaders à cette élection, parce que Masra, c'est 41 ans, 40 ans je crois, et 39 ans pour Mahamat Idriss Déby. Et jusqu'à présent, Masra, il n'a pas encore déclaré de façon officielle qu'il sera président aux élections présidentielles parce que candidat aux élections. D'être candidat parce que jusqu'à présent il est dans le délai de déposer sa candidature. Il vient d'une tournée internationale à Washington, il était également en France et il est arrivé depuis hier, donc c'est à son retour maintenant qu'il va annoncer de façon officielle s'il sera candidat ou pas. Parce que pour lui, il faut qu'il y ait des consultations. Si la population tchadienne lui fait confiance, pourquoi? Parce que son ambition première, c'est de servir le pays, c'est de servir le Tchad par n'importe quel moyen, par n'importe quel titre. Monsieur, on va revenir effectivement sur la situation des Tchadiens en elle-même. Les Tchadiens disent, je cite, comment aller à une présidentielle si on manque d'eau, si on manque de nourriture, si on manque d'emploi, ce n'est pas assez intéressant selon eux d'aller à une présidentielle si toutes les conditions ne sont pas réunies en ce qui concerne évidemment la condition du Tchadien en elle-même. Moi, je pense qu'ils ont complètement raison. Et un peu, les Tchadiens vivent un peu ce que vivent beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays africains qui disposent de ressources, enfin des hydrocarbures, du gaz, parce que le Tchad exploite le pétrole depuis plus de 20 ans. Exactement. Moi, c'est ce qui m'a un peu choqué, quoi. Moi, j'ai fait 2 fois le Tchad, jusqu'à la frontière centrafricaine. Quand vous passez par Doba et que vous traversez N'Djamena, mais vous êtes attiré, après même par la pauvreté qu'il y a dans ce pays-là. Alors que, même dans le sud, où se trouve la principale raffinerie, celle de Doba, mais la pauvreté est incroyable. Et je pense que c'est une situation qui est vécue par beaucoup de pays africains. Comment relancer l'économie tchadienne aujourd'hui? Sur quel secteur clé va falloir que le futur président doit accentuer sa diplomatie au sein même du pays? Pour moi, il n'y a pas mille solutions. C'est la gouvernance avec des hommes compétents et honnêtes. C'est ce qui manque dans la plupart des pays africains. Le Tchad exploite depuis plusieurs années 20 ans d'exploitation. Sans pétrole. Ouais. À un moment donné, le président Idriss Déby, il avait créé un fonds pour les générations futures. Mais ce fonds-là a disparu du jour au lendemain. Et ça a causé énormément de troubles au niveau de la gestion budgétaire du pays. Oui, c'est pourquoi les Tchadiens disent tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Exactement, parce qu'en fait, Déby, il donnait l'exemple des pays scandinaves pour dire que ce sont des pays qui ont des ressources, mais qui les exploitent à très bon escient et qui gardent l'argent pour les générations futures. Effectivement, quand vous allez au Danemark ou en Norvège, mais c'est exactement ce qui se passe. Que ce soit les fonds danois ou norvégiens, mais je pense qu'ils font une gestion optimale des ressources d'hydrocarbures de la Norvège et du Danemark. Maintenant, pourquoi ce n'est pas possible au Tchad? D'une certaine façon, c'est à cause de l'importance de la corruption dans ce pays-là. À tous les étages de ces pays-là, comme dans beaucoup d'autres pays africains, mais la corruption est omniprésente. Les ressources pétrolières sont systématiquement détournées. Il y a un minimum de ressources qui sont attribuées aux populations. Et c'est là où le bas blesse, justement, par rapport à la colère de cette population, une colère aujourd'hui que beaucoup comprennent également. On va peut-être en quelques mots, M. Diallo, parce que nous arrivons au terme de cette première partie d'émission, on parle de l'organisation également, de la tenue de ce processus électoral
électorale au Tchad. Qu'en est-il vraiment du dispositif? Parce qu'il y a beaucoup de régions qui risquent malheureusement de ne pas voter, parce qu'on rappelle que dans certains coins, si la situation sécuritaire n'est pas très stable, comment aujourd'hui permettre à tous les Tchadiens d'aller dans les urnes? Déjà, comme j'ai rappelé, il y a eu l'Agence nationale de gestion des élections pour pallier à tout ce problème. Parce qu'il faut rappeler que le Tchad est dans une période de transition, et dans une transition, on ne peut pas tout régler. Il faut aller aux élections pour pouvoir réconcilier les Tchadiens et emprunter le chemin du développement. Oui, emprunter le chemin du développement également. On espère que c'est le cas pour la République démocratique du Congo et du Rwanda. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons à présent nous intéresser à la situation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Des tensions, Monsieur Diallo, qui ont toujours marqué, on va dire, cette relation assez on va dire, particulière entre ces deux nations. Aujourd'hui, il y a plutôt des fenêtres qui s'ouvrent entre ces deux nations pour le dialogue. Comment aujourd'hui arriver à une meilleure collaboration entre ces deux pays? Merci, Monsieur Régis. D'ailleurs, ça nous attriste, cette situation au niveau de l'Est de la RDC. Kigali et Kinshasa, depuis des années, se regardent en chien de faïence à cause de la situation brûlante de cette partie de l'Afrique. Déjà, il faut rappeler que le Nord Kivu ou l'Est de la RDC regorge des ressources très très importantes pour les industries technologiques de la planète. Donc c'est pourquoi cette zone elle est instable. Et connaissant le mouvement M23, depuis plusieurs années, Kinshasa accuse Kigali de soutenir ce mouvement, et ce sont des allégations que Kigali renie avec une forte énergie. Et justement, on a vu la réaction un peu du président congolais Félix Tshisekedi, notamment lors de la campagne présidentielle. Il a été très dur envers le président rwandais. Vous comprenez aujourd'hui un petit peu cette colère du président congolais? Cette colère est occasionnée parce qu'il y a une crise humanitaire. C'est les gens qui meurent aujourd'hui, il y a des déplacés. Donc on ne peut pas, en tant que président de la République, président de tous les Congolais, s'asseoir et regarder cette situation. On parle de centaines de déplacés. Des centaines de déplacés, ouais, et des morts et des disparus, voire même des disparus. Et c'est pourquoi même ces campagnes présidentielles étaient accentuées même sur la crise au Nord Kivu. C'est pourquoi, comme vous l'avez dit, le président Tshisekedi a eu vraiment des mots très très durs envers son homologue, le président Paul Kagame du Rwanda, le président Paul Kagame du Rwanda, justement. Monsieur Dian, on a eu cette fois-ci l'implication du pays de l'oncle Sam, en l'occurrence les États-Unis. Washington appelle le Rwanda à cesser de fournir des armes aux rebelles au nord Kivu, comme l'a souligné monsieur Diallo. Que vous inspire aujourd'hui cette ingérence, cette implication des Nations Unies, des États-Unis, pardon, dans la résolution du conflit entre Kigali et Kinshasa? Oui, moi je pense que les États-Unis, je pense que c'est avec la RDC, à mon avis, est aujourd'hui le pays qui reçoit le plus de diplomates américains. Moi, parmi les notes diplomatiques du département d'État que je reçois, à travers le fil là, je pense qu'il n'y a pas un pays au monde qui reçoit autant de diplomates, tu vois, et souvent de très hauts diplomates. Je pense qu'il y a 2 mois, la directrice nationale du renseignement américain, Avril Haines, je pense qu'il était dans la région. Exactement. Il était à Kigali, il était aussi au Rwanda. Pourquoi cette ingérence américaine, comme vous dites? Moi, je pense qu'en toile de fond, la question qui fâche, c'est toujours les ressources. Je pense que c'est toujours les ressources. Je pense que les États-Unis sont dans une dynamique de faire en sorte que les ressources dont regorge le Congo soient accessibles de façon pacifique
à nombre d'entreprises américaines qui sont actuellement sur place. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des dizaines d'entreprises chinoises qui sont sur place. Ouais. Il y a des dizaines d'entreprises sud-africaines qui sont sur place, françaises et autres, israéliennes même. Je pense que l'un dans l'autre, il est compréhensible que les États-Unis s'occupent, entre guillemets, un peu de la situation au niveau du Nord Kivu, en tout cas dans l'Est de la RDC. Je pense que c'est une posture diplomatique qui peut se comprendre. Mais d'une certaine façon, on est amené aussi à se demander, à contrario, pourquoi la crise persiste aussi. Oui. Pourquoi la crise persiste? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de... Parce qu'il y a beaucoup de missions de paix. Exactement. Il y a beaucoup de missions de paix, il y a beaucoup de processus de paix qui sont là. Et ces processus de paix-là engagent beaucoup de pays africains. La SADC est là-bas, l'Organisation des pays du Sud-Est africain, du Sud-Est africain, je pense qu'ils sont dans là. Le Rwanda même se dit des fois qu'il peut faire des kits. Le Kenya est là, les pays d'Afrique de l'Est sont là. En toile de fond, en fin de compte, il faut voir pourquoi la situation n'évolue pas. Oui. Et ça rejoint un peu la question que vous posiez à Diallo un peu sur le discours du président Tshisekedi à l'endroit de qui. Diplomatiquement, c'est assez inédit. Je pense qu'un président ait des mots aussi durs contre un homologue. Il n'y avait aucune diplomatie dans ces mots. Aucune diplomatie, Parce que aussi, Tshisekedi, il était en campagne électorale, donc il était aussi sur la ligne, une certaine ligne populaire, qui défie le Rwanda, ou bien qui accuse ouvertement le Rwanda de vouloir déstabiliser à long terme la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est la position, M. Diallo, des États-Unis, parce qu'évidemment, quand ils appellent au dialogue, ils invitent également le président Kagame, en l'occurrence le Rwanda, de cesser de fournir des armes aux rebelles dans cette partie du Congo. Alors, d'aucuns disent que le président Paul Kagame joue un petit peu un double jeu, tout simplement parce qu'il est plutôt aujourd'hui ouvert au dialogue, il est plutôt assez, on va dire, ouvert à dialoguer avec le président Tshisekedi, et derrière on a l'impression que malgré ce dialogue-là, les tensions continuent, il y a toujours des morts enregistrés, comme l'a souligné M. Dian. On a l'impression que malgré la flopée des médiations, le conflit est toujours là. Comment expliquer justement? Est-ce que vous partagez l'avis des observateurs qui parlent évidemment de ce double jeu proposé par le président rwandais Paul Kagame? Il faut avoir deux points de vue sur cette situation, M. Régis. Le président Kagame, nous connaissons tous comment il est arrivé au pouvoir et il a emprunté un chemin de développement. Aujourd'hui, on parle même de la propriété d'un exemple de réussite au niveau du continent. Kigali, c'est la capitale la plus propre d'Afrique. Et aujourd'hui, pour maintenir cette position, ce leadership, il faut vraiment des ressources. Il faut faire fonctionner les usines, il faut faire fonctionner les industries. Alors, les industries fonctionnent avec quoi? Avec les matières premières. Ouais. Et où trouver ces matières premières? C'est en RDC. Il faut le dire aujourd'hui. Il y a un boom écologique au niveau de la RDC. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, les organisations, l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis veulent être des médiateurs pour pacifier la région. Comme M. Dieng a eu à dire aujourd'hui, il y a plusieurs... La RDC, c'est comme un grand gâteau. Toutes les puissances veulent avoir leur part. Aujourd'hui, on parle d'une dizaine d'entreprises chinoises, les Sud-Coréennes sont là-bas, les Français aussi sont là-bas, avec les industries américaines que nous connaissons comme Apple. Aujourd'hui, on dit même que la ressource que Apple utilise pour la matière première que Apple utilise pour ses smartphones, ça vient directement de la RDC. Exactement. Ça vient direct du cobalt, je ne sais pas où, le coltan. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, vous parlez justement de la puissance du Rwanda aujourd'hui. Cette diplomatie économique, si on peut parler ainsi, prônée et développée par le président rwandais. Aujourd'hui, le Rwanda est placé et reconnu comme étant l'un des pays, les premiers pays producteurs de cobalt en Afrique et potentiellement dans le monde. Or, on le sait tous, le Rwanda ne possède pas cette matière première. Vous l'avez souligné, on sait d'où évidemment cela provient. Mais le fait aujourd'hui, M. Dian, que le président Kagame soit ouvert au dialogue, à quoi s'attendre? Que peut-on espérer de ce dialogue avec le président Tshisekedi? Moi, je pense qu'il faut considérer une chose, une chose factuelle, c'est que le Rwanda est devenu une puissance régionale incontournable. Moi, je pense que c'est ça le fond de l'affaire.
non seulement c'est une puissance régionale, mais d'une certaine façon, c'est un peu un pied de nez un peu à la RDC. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays quand même. Ouais. C'est un petit pays. La RDC, c'est peut-être 10 à 20 fois le Sénégal. C'est 100 millions d'habitants. Oui, exactement. Par rapport au Sénégal, la RDC, c'est peut-être 10 à 15 à 20 fois. La RDC, c'est 5 fois la France. Exactement. Et moi, je pense qu'on est dans une sorte de guerre entre Goliath et David et Goliath un peu. David et Goliath. David, c'est un peu le Rwanda, qui est devenu une puissance régionale incontournable. Ouais. Et d'une certaine façon, plusieurs observateurs disent comprendre que le Rwanda soit en mesure, ou bien soit dans une volonté de faire en sorte que son territoire ne s'arrête pas à son territoire. Parce que il est évident. Il est évident. L'expansion de... Exactement. Il est évident que le M23 ne peut pas agir durablement en RDC sans l'appui d'une puissance extérieure. Mais ça aussi, ça amène à se poser une autre question. Autant le Rwanda est puissant militairement, mais il faudra aussi s'interroger sur les incapacités militaires d'un pays comme la RDC. Avec tout son gigantisme, comment ce pays n'arrive pas à faire en sorte que son territoire soit pacifié. C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes armés dans toutes les parties du pays, il y a les richesses qui sont là, il y a beaucoup d'inimitié entre certaines communautés, mais de façon générale, je pense qu'il faudra, pour résoudre la problématique que vous posez, voir comment le Rwanda est devenu une puissance régionale, alors que c'est un tout petit pays, et comment la RDC, qui est un gigantesque État, avec des fuseaux horaires, non seulement avec des énormes richesses, mais avec des fuseaux horaires. Ça aussi c'est important. Comment ce pays-là n'est pas en mesure de mater une rébellion qui serait venue d'un pays à côté. Je pense que c'est des éléments de réflexion qui interpellent les observateurs. Quoi. Effectivement, il y a ce rapprochement, ce possible rapprochement entre Kigali et Kinshasa. Est-ce que selon vous, M. Diallo, ça va être un rapprochement sincère entre les deux chefs d'État? Je rappelle au passage qu'il y a eu un sommet tripartite entre la RDC et l'Angola et le Kenya. L'objectif, c'était justement de trouver des solutions rapides à ce conflit-là, mais au-delà d'être rapide, mais plutôt sincère, parce que vous l'avez souligné, M. Dian, il y a eu plusieurs médiations pour les mêmes causes et les mêmes résultats aujourd'hui. Et comment arriver vraiment à cette sincérité? Est-ce que vous pensez réellement qu'on va y aller, ils vont y aller au dialogue, mais avec la sincérité, ou c'est simplement pour, comme beaucoup disent, aller simplement signer des papiers? Monsieur Régis, il y a un temps pour faire la guerre et un autre temps aussi également pour faire la paix. Ouais. Aujourd'hui, la RDC, le Rwanda, la région des Grands Lacs, c'est l'une des régions les plus instables du continent après le Sahel ou avant le Sahel. Et aujourd'hui, une crise de cette région n'arrange pas les États environnants, comme le Kenya, Burundi, etc. Nous savons tous que cette zone avec plusieurs frontières, la RDC, c'est le deuxième ou le premier pays le plus grand d'Afrique. Donc, il faut sécuriser cette zone. Maintenant, pour sécuriser cette zone, il faut que les deux parties, à savoir Kinshasa et Kigali, puissent dialoguer. Parce que la guerre n'arrange pas la RDC, n'arrange pas également Kigali. Parce que, comme les Chinois ont l'habitude de dire, quand il y a la guerre, le business ne fonctionne pas. Ouais, et le business qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est beaucoup plus du côté de la RDC que du côté du Rwanda. Oui, M. Dian, vous voulez rebondir sur un point? C'était simplement, vous avez parlé un peu des rencontres à Luanda, et ainsi de suite. Moi, effectivement, il y a eu ce que les observateurs ont appelé le processus de Luanda. Tu vois, ça visait effectivement à faire en sorte de mettre sur la table les causes factuelles aujourd'hui et historiques de la guerre en RDC. Tu vois. Mais ces processus-là sont quasiment morts. Parce qu'effectivement, derrière, il n'y a pas de volonté. Et en plus, je pense que d'une certaine façon, les grandes puissances, on peut demander si elles jouent véritablement le rôle. Moi, je me pose des questions est-ce que certaines grandes puissances qui interviennent dans la région ne sont pas en faveur d'une déstabilisation permanente? Parce que, en fait, tous les théoriciens de l'économie et de la guerre vous le disent, quoi. C'est souvent comme
Même Diallo l'a dit avec les Chinois, souvent c'est dans l'instabilité qu'un certain business est en mesure de prospérer. Ouais. Maintenant, moi je pense que... La question c'est à qui profite cette instabilité et ce business. Exactement. Moi, et sur ce plan-là, on peut se demander aussi, est-ce que l'ONU a encore sa place dans ces pays-là? Même si on peut considérer d'une certaine manière qu'en jouant les forces tampons entre les différents groupes armés, que ce qu'ils soient étatiques ou autres, l'ONU peut effectivement servir à quelque chose. Oui, mais il y a le retrait déjà de la MONUSCO aussi. Exactement. Ça c'est notre problème. Les États-Unis, en dehors des médiations, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement sur le terrain? Il faut jouer la parole aujourd'hui. Voilà. Oui, parce qu'ils appellent beaucoup au dialogue, mais il y a très peu d'actes. Oui, parce que d'une certaine façon, je pense que les puissances occidentales pourraient faire un peu les frais de cette déstabilisation permanente. Parce que ces jours-ci, je pense que la RDC et la Russie ont signé des accords de coopération militaire. Exactement. Est-ce que la Russie va elle aussi débarquer sur le terrain? Est-ce que cela va plaire aux diplomates? Est-ce que ça va plaire aux diplomates? Est-ce que ça va plaire à certaines industries occidentales? Exactement. Je pense que ce sont des questions parce que à force de faire en sorte que le conflit ne s'éteigne pas, je pense que d'une certaine façon, le président Tshisekedi en a peut-être un peu marre du dilatoire que jouent les pays occidentaux. Est-ce qu'il ne s'est pas tourné vers la Russie pour commencer à avoir un début de solution? Oui, parce que justement, par rapport à ce rapprochement entre la RDC et la Russie, Monsieur Diallo, est-ce que quelque part, on n'a pas l'impression que la situation qui se passe aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda, cette guerre au nord du pays, on a l'impression qu'en fait, c'est un peu une guerre oubliée par les institutions internationales, en l'occurrence l'Union africaine. Il y a beaucoup de lettres quotidiennes de condamnation, mais très peu d'actes posés par ces institutions internationales aujourd'hui. La faiblesse aujourd'hui de l'Union africaine par rapport à cette situation entre le Congo et le Rwanda. Vous savez, avec l'Organisation des Nations Unies ou l'Union africaine, ils essayent d'appeler les deux parties à se réconcilier à travers la paix. Mais nous sommes dans un monde où, comme le général de Gaulle disait, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Ouais. Et aujourd'hui, la situation géopolitique mondiale oblige à s'adosser à deux puissances. Soit, si on n'est pas pro-russe, on est pro-américain. Et aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent c'est ce continent qui a le potentiel, c'est le continent d'avenir qui regorge les ressources, qui alimente l'industrie mondiale. Oui, parce qu'on voit que la Russie est plutôt, en termes de stratégie, s'installe plutôt bien, on a envie de dire, parce qu'avec le Mali et la Centrafrique, et là cette fois-ci évidemment c'est la RDC. C'est pourquoi aujourd'hui M. Dieng a rappelé qu'il n'a jamais vu des représentations diplomatiques américaines en Afrique qu'en RDC. Ouais. Donc tout ça, ça explique que les États-Unis ne veulent pas perdre la RDC ou bien la région des Grands Lacs, comme la France est en train de perdre au niveau du Sahel. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, il faut juste lire l'actualité géopolitique mondiale à travers les lunettes de ceux qui arrangent les puissances aujourd'hui. Sinon parce que les Américains, ils ne partent pas dans un pays pour partir, pour leur soutenir. Non, non, c'est pour avoir des intérêts, pour préserver leur image, préserver la suprématie, leur puissance américaine, parce qu'ils sont en train de perdre. Aujourd'hui, la Russie, c'est avec ses alliés, les BRICS. Aujourd'hui, les BRICS sont en train de peser au niveau de la géopolitique mondiale. Il faut aujourd'hui protéger, avoir ce discours d'un père qui vient aider ou vouloir réconcilier les parents, alors que non, c'est pour préserver, pour avoir la même mise dans cette région. Ses intérêts, évidemment. Monsieur Dieng, il y a l'annonce d'un prochain sommet, d'une prochaine rencontre tripartite entre la RDC et le Rwanda et l'Angola exactement,
qui sera aussi de la partie. Évidemment, l'objectif premier, c'est ce dialogue-là, c'est cette accalmie, c'est procéder à la paix, hein, réinstaller la paix dans cette partie du pays. À quoi s'attendre réellement à ce dialogue-là? Je rappelle que c'est le troisième déjà qui profile à l'horizon. Il y en a eu 2 déjà. Les deux premières rencontres n'ont pas vraiment apporté des solutions parce que lors des premières rencontres, vous l'avez souligné, il y a d'abord les causes historiques. Et aujourd'hui, l'Angola, elle écarte sur table en disant, bon, écoutez, il y a des causes historiques, mais faisons fi pour le moment de ces causes. Qu'est-ce qu'on peut solutionner là, dans l'immédiat, pour essayer de faire avancer ce processus de paix? Est-ce qu'on va revoir les mêmes méthodes, ou bien cette fois-ci, il faut vraiment que ces 3 pays passent à l'acte? Oui. Comme vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'il faut d'abord savoir quel est le niveau de sincérité des participants. Ouais. Parce qu'il est vrai que les diplomates disent toujours, quand il faut faire une réunion, une rencontre, il faut toujours la faire. Les diplomates, ils ne se lassent jamais de faire. Il faut voyager toute une année, 365 jours sur 365, s'il faut faire des réunions. Oui. Mais finalement, à quoi servent ces réunions-là? Moi, je pense que c'est la question fondamentale que vous posez. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que le Rwanda est prêt à faire en termes de concessions? Qu'est-ce que la RDC est prête à faire en termes de concessions? Et qu'est-ce que certains États qu'on pourrait considérer comme garants de ce dialogue-là, qu'est-ce que ces États-là peuvent faire? Donc moi, je ne suis pas certain que l'Angola seul puisse être un garant d'accord entre la RDC et le Rwanda. Moi, je pense qu'il faudrait des États beaucoup plus forts, et ça, malheureusement, ça va nous amener à sortir du continent. Étant donné que l'ONU est totalement carente, l'Union africaine est quasiment absente du terrain, il n'y a que les puissances occidentales qui restent, notamment les États-Unis. Moi, je pense, est-ce que les États-Unis aujourd'hui, et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, quel est le degré de sincérité également, quel est le degré de bonne volonté que peuvent porter les États-Unis pour faire en sorte que la rencontre entre Kigali et Kinshasa soit un succès. Il est difficile de prévoir a priori que ce sera un succès, parce que les divergences sont extrêmement fortes. Les divergences sont extrêmement fortes. Non, après, je pense que c'est légitime d'avoir des doutes, vu qu'il y a déjà eu 2 rencontres qui n'ont pas porté leurs fruits. Exactement. Ouais. Non seulement les doutes peuvent venir de l'échec d'autres rencontres, mais les doutes peuvent venir aussi de forces intérieures. Parce que Tshisekedi, il ne va pas aller signer un accord comme ça. Il va être tenu à des contraintes, à des contradictions internes qui vont lui dire, vous ne pouvez pas dépasser cette ligne-là. Kagame aussi, de la même façon, lui aussi, il va aller à une élection présidentielle, mais Kagame aussi, il va tracer une ligne rouge. Une ligne rouge. Cette ligne rouge-là, c'est un peu ce qu'il appelle les intérêts stratégiques de l'Angola. Et lui, il pense que les intérêts stratégiques de l'Angola ne se limitent pas au territoire rwandais, parce qu'ils disent que le Rwanda aussi est sous menace de déstabilisation à partir de la RDC. Moi, je pense que dans ce type de rencontre-là, il faudrait une garantie internationale. Ça peut être de l'ONU, ça peut être des États-Unis, ça peut être de l'Union africaine, mais qu'il y ait une garantie internationale avec la possibilité de frapper de sanctions des pays qui ne respecteraient pas les accords qui pourraient être signés. Parce que c'est là aussi la problématique centrale, c'est que alors il y a très peu de dates posées par les institutions internationales. Vous l'avez rappelé, on a parlé de l'Union africaine et d'autres institutions et organisations internationales, mais la sanction, on a vu pour le cas de la CEDEAO, il y a eu des sanctions contre le Mali ou le Niger, même si évidemment l'institution est revenue sur ces sanctions-là, mais au moins ça a eu le mérite de montrer l'engagement de l'institution dans la résolution de certains problèmes dans ces pays. Mais on a l'impression que pour l'Afrique centrale, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mon cher Diallo. Faut-il aller aussi dans les sanctions pour réellement aller dans un processus de dialogue sincère? Je crois que au niveau continental, le cas des pays de la CEDEAO et les pays de l'Afrique centrale, c'est vraiment un peu différent du point de vue de l'actualité. Pourquoi? Parce que en Afrique de l'Ouest, après l'Union africaine, l'organisation qu'on voit chaque jour, qui prend des sanctions, etc., c'est la CEDEAO. Mais le cas de l'Afrique centrale, c'est vraiment un problème
parce que les dirigeants n'arrivent pas à s'accorder sur plusieurs points, parce que déjà là, même vous parlez d'une conférence tripartite, parce que l'Angola aussi a une frontière avec la RDC, il ne faut pas oublier. Exactement. Donc ils ne sont pas là seulement pour vouloir réconcilier deux États, mais c'est pour préserver aussi leur sécurité, leur paix. En tout cas, les Congolais se sont prononcés, mon cher, parce que ce sont les victimes un petit peu de ce conflit-là, malheureusement. On parle de centaines de morts chaque jour, ce qui est assez impressionnant et effrayant, des centaines de déplacés chaque jour et également cette population rwandaise qui eux aussi appellent au dialogue avec beaucoup de sincérité, parce que visiblement il y a, et comme on l'a souligné, énormément de morts et cette partie est en train de se vider tous les matins. On voit un petit peu les vidéos qui sont diffusées sur les médias aujourd'hui. Vous comprenez la détresse aujourd'hui des Congolais? Et moi je pense que la détresse des Congolais, je pense que ça devrait interpeller tout humain, quoi. Et en premier lieu tout Africain. Parce que ce qui se passe dans ce pays-là, c'est proprement inacceptable, quoi. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé l'attitude des joueurs congolais à la CAN, avec leur gestuelle, qui renseignait beaucoup un peu sur ce qu'ils pensaient de la situation, quoi. Je pense que sur ce plan-là, quand même, cette détresse-là, je pense qu'elle est complètement inacceptable. Et je pense qu'il y va de la responsabilité des Congolais d'abord, des dirigeants congolais, des populations congolaises, mais aussi de l'Union africaine, quoi. Exactement. Mais malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Mamadou Diallo, spécialiste en relations internationales. Amadou Diallo, spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Diallo. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. En face de vous, Momar Dian, journaliste, directeur de publication de la plateforme impact.sn. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres actualités liées au continent. Et d'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.